Et on passe maintenant à la réalité du terrain. Guillaume, produire en France ça implique des coûts plus élevés, on l'a dit, que la moyenne du marché. Pourtant, vous avez réussi à baisser certaines références, multiplier vos volumes et, arrêtez-moi si je me trompe, gagner 200 000 nouveaux clients en 2025, Ouais. avec un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros et un résultat net positif. Ouais. Largement Euh, positif. C'est notre meilleure année depuis 15 ans. On fait plus d'1 million de résultats net positifs en 2025. Et franchement, c'est plus 16% de croissance. 200 000 nouveaux clients parce qu'on a repositionné la marque sur mm, un prix accessible mm, à la plupart des Français, même si je suis conscient qu'on n'y est pas encore tout à fait. Mais oui. on était à 40 euros le sous-vêtement. On est aujourd'hui à 15 euros. On a certaines lignes en grande distribution qui sont vendues à 9, en dessous de 10 euros, donc à 9,90. Et là, on est vraiment au même prix que les grandes enseignes que je ne vais pas citer là, mais Oui, oui. dans cette année, voilà, vraiment, vous allez en rayon de supermarché, vous faites un price check de quel est le prix d'un sous-vêtement pour homme en France, et on est vraiment au bon prix. Et moi, ça fait finalement 15 ans que j'essaie de faire ça. Quand j'ai démarré l'entreprise, je me suis dit, je veux montrer que c'est possible de fabriquer en France. Je voulais pas je suis pas designer de mode, je voulais pas vendre un produit 40 euros, mais comme je l'achetais à un certain prix chez des partenaires qui n'avaient pas l'effet volume ni l'investissement machine qu'on a pu faire dans notre usine Bonne Nouvelle, qui est aujourd'hui l'usine la plus productive de sous-vêtements en France, on en fabrique 4000 par jour. Elle est ouverte tous les vendredis, donc vous nous écrivez, vous venez nous voir. Franchement, c'est un voyage. Et moi, à chaque fois que j'y vais, je me dis, mais comment est-ce que à qui on vend tous ces slips, quoi? C'est juste du délire. Donc on est à Aubervilliers dans le 93. On a recruté une main-d'œuvre qui est juste dingue. On a des gens qui sont impliqués avec nous, qui sont tous en CDI depuis presque 3 ans maintenant. Voilà, on a C'est investi. combien de salariés le slip On français? est au total, le slip français, on est un peu plus de 100 personnes. On est 38 au siège à Paris et chez Bonne Nouvelle, on est 67. Mm. Et voilà, c'est le monde merveilleux du slip, quoi. Franchement, c'est fou. Il y a des automates qui font les étapes les plus compliquées à la main et les plus pénibles aussi pour les opératrices qu'on automatise. Donc la fermeture de la ceinture, la coupe de la ceinture, le montage du corps du boxeur sur la ceinture de sous-vêtement. Et voilà, on gagne des précieuses minutes et donc des précieux euros sur chaque fabrication d'un produit. Et on arrive à fabriquer un produit à un prix compétitif tout en gardant la qualité. Et ça, je pense que c'est super important. Oui, On c'est parle ça. du cost per wear, c'est un Parce que la produit qui va question durer qui dans le nous temps. vient fatalement, c'est Et est-ce que ça d'ailleurs, s'est fait au détriment de la voilà, qualité? nous tous clients, quand on se dit on a divisé le prix par deux, au début les gens se sont dit ok, mais vous allez diviser les prix 40 par deux, vous avez économisé sur la matière, Ouais. voilà. Pas du tout. On a même amélioré la qualité parce qu'on massifie les achats chez le tricoteur. Si on prend Malter, notre tricoteur dans le Nord, il va fabriquer des beaucoup plus gros volumes, donc il va stabiliser sa fabrication de tricot. Et derrière, on va automatiser les étapes certaines qui étaient manuelles. Donc il y a moins d'erreurs humaines, l'erreur est toujours possible. On le sait, dans notre métier, fabriquer un vêtement, c'est difficile. Donc ça existe un problème qualité, mais on en a de moins en moins, on a évacué les plus gros sujets. Et donc on a un produit qui est franchement de bonne qualité, qui va durer dans le temps, mais qui reste à un prix accessible pour la plupart des gens. Et je pense que c'est clé parce qu'aujourd'hui, dans le contexte économique qu'on vit, nous, dans notre cas, acheter un slip 40 euros, c'est un bon cadeau de Noël. Mais c'est pas un slip de tous les jours, donc à 15 euros, c'est beaucoup plus le cas. Charlotte, vous vous retrouvez dans ce que Guillaume raconte? Est-ce qu'il y a des arbitrages aussi que vous avez dû faire? Oui, tout à fait. En fait, là où je me retrouve, parce qu'on n'est pas sur le même segment de prix, et nous, on a une fabrication du coup qui est exclusivement Europe et pas France. Donc, on a certaines matières qui sont françaises, par exemple une toile de chemise qui vient des tissages de Charlieu, qui est une boîte incroyable que vous avez peut-être déjà reçue, et sinon il faut le faire. Mais on travaille du coup avec des Français, mais aussi beaucoup au Portugal, en Espagne et en Italie. Là où je me retrouve, c'est qu'il y a un sujet de perception de la qualité. Où est-ce que notre client investit en fait, et que veut dire le prix à nouveau. Et donc quand on dit le prix, c'est un repère de prestige, mais à la fois de coût interne de fabrication. Il y a assez peu de transparence des marques sur toutes ces étapes, qu'est-ce qui coûte et qu'est-ce qu'on achète finalement, et qui est une part en fait aussi disons, qui est pas forcément mesurable. On le comprend aussi, puisque finalement c'est mesurable, mais c'est dans le temps. Le patrimoine d'une marque qui va avoir 200 ans d'histoire se valorise aujourd'hui, et on peut imaginer que c'est son investissement de 200 ans qui est valorisé aussi un petit peu dans le prix. Voilà. Nous, ce qui est compliqué, c'est finalement, on n'est pas assez cher non, mais on n'est pas assez cher au sens où le prix ne reflète pas la qualité aujourd'hui de nos vêtements. On a fait des choix du coup de distribution, par exemple, qui font qu'on accepte un taux de marge pour notre entreprise qui est viable, puisque là, on a un retour à l'équilibre et une croissance de 30% cette année. Donc, on a un modèle qui fonctionne. En revanche, c'est vrai qu'on décide de ne pas dépenser énormément sur certains coûts habituels de certaines marques. Donc, nos coûts marketing sont limités parce que on ne dépense pas énormément en acquisition de trafic. On compte beaucoup sur la croissance organique et sur la force de notre marque. Et on est aussi à 80% en distribution online.
Le reste, c'est en boutique, en direct, avec notre boutique et une présence un petit peu spéciale avec un partenaire depuis longtemps au Galeries Lafayette, mais il n'y a pas de réseau wholesale. Je ne suis pas du tout contre, mais il se trouve que du coup, ça nous donne un prix qui aujourd'hui serait, une fois et demie, 2 fois ou 3 fois selon les catégories de produits, celui-là, si on était en boutique multimarque. Et du coup, finalement, parfois, ça nous dessert parce que le prix est encore un marqueur de qualité et on peut, à distance, pas comprendre en fait que la qualité est folle. Et en plus, nous, où vont les coûts, ce qu'on dépense sur un produit, c'est énormément sur la matière et sur la confection, parce que tu l'as déjà dit, le fabriquer en Europe, ça coûte cher. Il y a des salaires minimums qui sont élevés. Et heureusement, on achète une réglementation. On achète aussi la propreté d'une énergie qui est du coup plus garantie et qui est propre. En plus, on choisit des partenaires les mieux équipés, ceux qui innovent le plus, qui ont des panneaux solaires, parce que tout ça compte dans notre impact, et on le sait puisqu'on a mesuré chaque facture d'énergie de nos partenaires pour pouvoir être certifié Bicorp. On est 118, on a 118 points cette année. Alors, ça dira peut-être, mais c'est important. Et on était à 105 il y a 3 ans et on est très fiers d'avoir progressé. On a l'impression d'avoir notre bulletin de satisfaction du conseil de classe. Mais c'est vrai que c'est très important pour nous. Et du coup, faire comprendre en fait à un client ou une cliente, du coup, ce que vous payez, en fait, c'est ces investissements dans le futur de ces machines, c'est le fait de payer un salaire digne, c'est l'investissement dans les matières, c'est le fait qu'on est très peu sur cette matière innovante et qu'on espère qu'elle va grandir, mais du coup, pour l'instant, elle coûte plus cher à fabriquer unitairement, comme tu disais sur le début de tes fabrications. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est le défi, en fait, de réenchanter, en fait, nos produits, nos prix de vente et déplacer, en fait, le désir sur ces aspects-là qui ont toujours été considérés un peu comme du bonus ou de la commodité. Et tu as dit en début d'émission, vous avez dit, pardon, on fait, je sais pas, en début d'émission, c'était on n'est pas là pour vous faire rêver ou parler de désir, mais en fait, si, carrément. En fait, le sujet, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas la mode désirable et la mode responsable. Nous, on a lancé une campagne la semaine dernière en mail où j'ai écrit si la mode responsable se met à faire des trucs désirables, où va le monde, avec un petit peu d'ironie, parce qu'on a sorti une robe hyper belle, ultra sexy, mais magnifique, qui cartonne, et elle est en micro-tencel à la place du polyamide habituel. Elle est thermorégulante, elle s'est fabriquée par Pyretex, qui est un des acteurs les plus innovants aujourd'hui en Europe sur des matières justement à base de fibres plus naturelles. Donc c'est un petit bijou de technologie verte. Et en plus, elle est, on est toutes des bombes dans cette robe, quoi. Donc du coup, je pense que voilà, le sujet, c'est plutôt de dire que en fait, comment maintenant une mode pourrait être désirable si elle n'est pas responsable? C'est super has-been, en fait. Et donc, il faut tous y croire un petit peu. Décidément, j'ai tout faux dans ce que j'avance. Non, c'est pas grave, l'émission sera tout aussi bien. Pas du tout, mais je pense qu'en fait, il faut aussi commencer à prendre confiance en nous. En fait, ça fait des années que des gens se battent sur ces sujets et tout. Maintenant, ça y est, on arrête de prouver, quoi. Moi, je suis à un âge où il faut que j'arrête d'avoir peur de ce qu'on pensait de moi en 5e B parce que j'avais mes lunettes et tout. C'est fini, quoi. Ouais, on est cool, en fait. Les cools, c'est ceux qui ont compris. On avance. Très bien, merci. Puis je retiens surtout qu'on fait une super bonne affaire chaque fois qu'on achète un de tes vêtements, parce que non seulement, en effet, on est très désirable, et le deuxième, c'est qu'on devrait payer 50% de plus si c'était au vrai prix. Tout à fait. Donc, et en plus, ça dure très longtemps. En fait, c'est résultat, du coup, on peut peut-être le vendre plus cher à des gens qui ne connaissent pas et faire des plus-values. On peut peut-être lancer Alors, c'est une idée, mais c'est un peu discriminant. Yann, beaucoup de marques françaises, Thomas l'évoquait dans ton édito, voient leur modèle mis à mal par des produits très bon marché, souvent non conformes aux normes, vendus en masse par des plateformes comme Shein ou Temu. À quel point est-ce que ça affecte les marques qui, elles, respectent les règles? Il y a un chiffre très simple, 17 000 emplois détruits en l'espace de 3 ans. C'est l'impact de Shein. Et pour n'importe quel Français, il suffit d'aller dans n'importe quelle rue commerçante, dans tous nos centres-villes, pour voir tous ces baux qui sont vacants. Le chiffre aussi est extrêmement inquiétant parce que désormais, c'est plus de 10% des boutiques qui sont fermées, voire dans de très nombreuses villes, près de 20, voire même 30% des boutiques qui sont fermées dans nos centres-villes. Or, un centre-ville qui arrive à 30 boutiques fermées, c'est un centre-ville qui est vide. Et de ce fait, les commerces n'y en vont plus, les clients n'y vont plus, et donc c'est une ville qui meurt à son cœur. Donc de ce fait, il y a une urgence désormais, c'est combattre ces plateformes pour permettre aux clients de revenir sur des marques françaises, à la fois plus durables et en fin de compte plus abordables, comme on a pu le voir, et en même temps de stopper toutes ces plateformes qui à la fois créent du parasitisme, de par les faux prix qu'ils amènent, les faux rabais qu'ils présentent tous les jours, et in fine, recréer des emplois en France à travers tous les justement 17 000 emplois qu'on a pu détruire en fait ces derniers temps.
Et la régulation, la loi anti-fast fashion, les malus, la taxation sur les petits colis, ça peut créer un cadre vraiment équitable pour ces marques responsables. Alors la taxe petit colis montre justement à la fois l'illégalité et l'agilité de Chine. Agilité parce que à partir du moment où on a mis en place la taxe, Chine fait quoi? Il fait débarquer tous ses avions, c'est-à-dire 50 avions par jour, désormais à Liège ou encore aux Pays-Bas. Donc désormais, non seulement il y a des avions, mais en plus il y a des camions qui franchissent tous les jours la frontière en dépensant encore plus d'argent en pétrole et en essence, et en ne payant toujours pas la taxe. Or, ils devraient payer normalement la taxe, et donc ce que fait Chine est en effet agile, mais surtout totalement illégal, là encore, vis-à-vis en fait des taxes qu'ils devraient payer. Donc on a une société qui se moque de nous littéralement tous les jours, à travers la taxe qu'ils devraient payer, et qui va continuer dans ce sens, parce qu'il y a une taxe européenne qui va se mettre en partir du 1er juillet, et là aussi, Chine a construit un entrepôt en Pologne, un entrepôt qui fait 740 000 carrés, c'est-à-dire grosso modo 5 fois la taille d'un entrepôt Amazon ou encore 100 terrains de football. Eh bien, avec cet entrepôt, Chine évitera de payer ses taxes parce que dans cet entrepôt géant, ils vont recevoir tous les jours des dizaines, voire même des centaines d'avions qui vont atterrir pour déverser la marchandise chinoise. À ce moment-là, ils vont faire le dispatch et ça sera là aussi des milliers de camions qui vont partir de cet entrepôt à travers l'Europe pour pouvoir justement injecter tous les produits chez tous les consommateurs français comme européens. Oui. Donc il y a une véritable lutte que nous avons lancée avec bien d'autres il y a maintenant plus de 3 ans pour lutter justement contre toutes ces plateformes. Jour après jour, on est dans des combats, des taxes qu'on met qui fonctionnent plus ou moins, là pas factuellement parce qu'on ne va pas toucher l'argent, mais au moins Chine est obligée de dépenser plus d'argent pour pouvoir le contrer. Il y a une véritable loi qui a été votée à l'unanimité il y a maintenant 2 ans à l'Assemblée nationale, qui est la loi anti-fast fashion, qui interdit Chine de publicité, qui met en place un malus sur chacun des produits Chine de 5 €. Eh bien, grâce à cette loi, eh bien, on pourrait stopper Chine et tous les autres, parce que entre le malus d'un côté et l'interdiction de la publicité, évidemment, ça met à mal ces entreprises. Donc, il faut absolument que l'État français mette en place une commission paritaire de façon à ce que la loi soit validée. Et après que cette loi soit validée, des décrets pour justement exercer cette loi. Il faudra peut-être rentrer dans un bras de fer avec l'Europe, parce que interdire la publicité, pour l'instant, ça ne se fait que pour des produits qui sont dangereux pour la santé, comme par exemple l'alcool ou encore les cigarettes. Et je pense qu'il faut aller plus loin, parce qu'on le voit à travers ces acteurs, entre la pollution sur l'environnement et donc sur notre santé, entre la destruction d'emplois et bien sûr l'exploitation des personnes, eh bien on a tous les critères pour pouvoir aussi interdire de publicité ces acteurs. Ça serait un grand mouvement, ça serait un grand pas en avant à la fois pour la France et pour l'Europe. Et je pense que l'Europe, justement, doit montrer son exemplarité dans un phénomène de souveraineté européenne qu'on doit travailler. Peut-être en complément, une question qui me vient au-delà de la publicité classique, c'est leur présence très forte sur les réseaux sociaux pour créer une forme de désirabilité hyper soudaine et en passant par des influenceurs qui sont des formes de contournement. On a parlé de contournement logistique. Là, j'entends sur les taxes, mais il y a aussi le contournement presque de la communication en passant par des influenceurs. Comment vos marques, elles sont impactées ou comment vous essayez d'utiliser différemment ces mécanismes-là pour créer une désirabilité nouvelle chez des consommateurs qui sont face à une offensive massive avec des moyens que vos marques n'ont pas forcément. C'est sûr qu'ils sont très forts. Ils sont très forts, ils sont très agiles. Et il y a un combat qui est mené par les fédérations et c'est vraiment leur rôle. Et on voit bien qu'il est long, ce combat. Et en 3 ans, une boîte, surtout une petite boîte, elle attend de mourir plusieurs fois. Donc, pour nous, le temps de l'action entrepreneuriale et donc notre action, c'est quoi? Le bon produit, le bon prix et la bonne communication autour. Parce qu'à la fin, nous, quand on fait notre évolution et qu'on vient chercher 200 000 nouveaux clients, c'est vraiment les Français qui nous sauvent les fesses. C'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui vient acheter un slip chez nous en disant en fait, j'aime bien cette boîte, je comprends, le produit est de qualité, j'y vais, je les soutiens. Et donc, nous, on ne peut pas mettre le doigt dans les mêmes mécanismes, on n'a pas les mêmes budgets, on ne s'adresse pas aux mêmes clients. Et on essaie de bien faire les choses, bien faire notre métier. Et vraiment, ça paraît simple, mais c'est le bon produit, le bon prix, et bien expliqué. Et faire avec les armes qu'on peut avoir, d'essayer de se démarquer dans l'actualité, d'essayer d'inventer des choses. On n'a pas des budgets marketing dingues parce qu'on ne peut pas se le permettre, on est des petites boîtes. Donc voilà, on essaie d'être malin, mais tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on passe ça à l'échelle. Parce que ce combat, il doit être mené, mais on voit bien que le temps, il est long. Et je pense que tu le diras mieux que moi, Yann, mais on n'est pas au bout du combat du tout. Il va se passer encore beaucoup de temps à avoir des actions concrètes. Et quand même il y en aurait, on sait bien qu'ils vont passer par au-dessus, par en dessous, sur le côté. Donc nous, pendant ce temps-là, on doit, je pense, on se dit que la solution est dans l'industrie. Comment est-ce qu'on arrive à innover, aller chercher encore plus de compétitivité chez nous, ici en France, dans nos usines, et arriver à baisser les prix, et à avoir des gammes différentes pour différentes typologies de clients. Mais la solution, elle est à l'usine, et je pense qu'en France,
Ça fait 30 ans qu'on a oublié ça parce que le contexte est compliqué, parce que nos boîtes sont un peu vieillissantes, qu'il y a eu des transmissions de génération, que c'est un secteur qui est identifié comme non stratégique au niveau de l'État, au niveau des partenaires bancaires. Quand vous dites textile made in France, c'est alerte rouge, orange de toutes les couleurs. Donc, alors qu'à la fin, je pense que monsieur et même tout le monde, ils sont contents de soutenir des boîtes françaises. Donc nous, on essaie de porter ça, mais de façon très pragmatique à notre échelle en tant qu'entrepreneur. Nous, notre meilleure défense, c'est le bon produit, le bon prix. Et pour l'instant, ça marche, donc on va s'accrocher à ça. Et ce qu'on a fait sur le sous-vêtement, essayer de le faire sur le t-shirt, comme on a pu le faire, on en reparlera. Et jouer un peu comme l'équipe de France de rugby, quoi. Jouer collectif, essayer de trouver toujours une façon d'aller mettre le ballon les autres s'ils n'attendent pas. Et pour rester sur le sujet du coup de la communication, moi je répondrais avec 2 points pour contrer justement. Il y a la créativité, toujours encore, parce qu'on parle d'innovation, mais comme tu dis aussi, être créatif, c'est devenu... c'est essentiel et je pense que c'est quelque chose aussi qui est inhérent à la mode et qu'on a peut-être perdu de vue aussi avec les volumes et des réseaux sociaux qui ont poussé tout le monde aussi à moyenniser, se copier. Donc la créativité. Et le deuxième point, c'est l'humain. Et ces 2 points, en fait, pour moi, j'ai les mêmes parallèles. Alors je suis pas du tout en mode boomeuse, je suis contre l'IA, mais cependant, je vois beaucoup de parallèles aussi entre cette ultra fast fashion et l'IA qui du coup vient aussi dans ces sujets de communication et de saturation. Aujourd'hui, en fait, plus que jamais, on doit se démarquer. Et se démarquer, du coup, c'est aller à l'inverse de l'uniformisation dans les contenus, dans le récit de la marque, etc. Et c'est le faire avec beaucoup d'humain, d'humanité, recentré sur les équipes et sur nos communautés. Et ça, c'est quelque chose, c'est 2 armes pour lesquelles c'est plus difficile de se battre quand on est justement un énorme acteur qui vient prendre toutes les bonnes idées et faire le rouleau compresseur en industrialisant tout et en moyennisant tout. Je vois avec Patine, du coup, on est une marque qui est propulsée par sa communauté. Et aujourd'hui, les marques qui sont avec des forts taux de croissance, et comme tu en parles avec le site français, ont une communauté forte derrière elles. Pas seulement parce qu'elle est là, mais juste parce qu'ils sont allés la chercher aussi, ces marques. Et on est allé la chercher et on travaille avec elles, on collabore. Mais du coup, c'est plus aujourd'hui des dynamiques de développement comme des clusters, en fait, de clients qui sont la communauté autour de la marque et qui la développe. Et ça crée quand même des réseaux et des économies qui sont beaucoup plus robustes. On parlait de robustesse tout à l'heure avec la biodiversité, mais c'est pareil parce qu'en fait, un client fidèle, c'est pas un client qu'on va chercher à coup de matraquage sur Insta ou Facebook avec des bannières clique et joue à la roue pour gagner 5% sur ta prochaine commande voilà. Du coup, c'est beaucoup plus fort en fait. Je prends notre exemple. On a un groupe WhatsApp. Alors, il faut que je fasse attention parce qu'il ne faut pas que l'émission avec son audience fasse énormément grossir la communauté. Mais j'ai 500 personnes à qui je parle tous les jours en fait sur un WhatsApp Patine avec des chaînes. C'est un truc incroyable. Enfin, on est 500 clientes qui me parlent tous les jours, donc qui collaborent dans la création des vêtements, qui se montrent comment elles portent les vêtements Patine pour donner envie aux autres de les porter. Alors pas toutes. Du coup, il y a 900 co-actionnaires effectivement. Ça, c'est encore un autre volet de la communauté. On a levé de l'argent 2 fois avec la plateforme Lita pour justement avoir des actionnaires totalement alignés avec nos valeurs, nos engagements et que ça fasse quelque chose en fait de logique. On est très heureuse par rapport à ça. Donc effectivement, il y a un canal sur ce WhatsApp avec les actionnaires. Ça permet, quand un actionnaire se pose une question, et de manière générale, quand quelqu'un se pose une question, un client sur la qualité, sur n'importe quoi, c'est qu'il y en a au moins 10 qui se posent la même. Donc moi, je me simplifie la vie, je préfère qu'on la pose en public, j'ai rien à cacher, et du coup, la question est lancée, et je peux répondre à tout le monde, et on gagne du temps tous. Donc il y a un canal actionnaire, mais il y a aussi un canal seconde main, où toutes les clientes peuvent partager leur annonce Vinted de pièces Patine, parce qu'en fait, ça arrive qu'on prenne du poids, on en perde sur un jean, on a envie de le revendre, ça arrive malgré tous nos efforts, qu'on n'aime plus un pull. Voilà, au début, je pleurais, maintenant ça va mieux. Du coup, elles s'échangent parce qu'elles sont fans de la marque, donc ça permet d'encourager la circularité. Une chaîne, du coup, de comment vous reportez vos vêtements, ça s'appelle How Do You Rewear Patine, et où il y a du partage de photos tous les jours. Et le Creative Studio, où tous les mardis, j'explique où on en est en développement produit. Je fais participer sur des questionnements de couleurs, de choix de priorités, etc. Ça en fait des conversations à modérer, là. C'est assez fou, c'est génial. Oui, j'arrive quand même à parler encore à mon mari et à mes enfants, mais et puis moi, j'ai un tempérament assez hyperactif et TDAH où ça me fait du bien. Du coup, j'ai un endroit où je peux me lâcher, où il n'y a pas de filtre, et aussi ça me permet d'emmener l'équipe parce que si je dis dans la fureur, et d'ailleurs on va faire un costume, le lendemain j'arrive, on me dit mais comment ça on lance un costume? Allez, pendant on a 6 mois là, c'est lancé. Ça me permet de m'engager sur des défis et d'y aller. Donc c'est génial. Mais donc il y a ça, il y a le canal CRM aujourd'hui. C'est pour ceux qui suivent le côté marketing.
on a 60% de taux d'ouverture sur nos mails depuis le démarrage de Patine. Ça veut dire, c'est un chiffre, la moyenne, on est plutôt à 25-30% dans nos métiers. Nos mails sont attendus, cliqués, parce que forcément, on fait attention, comme toi tu le fais, à avoir des propos pertinents, à se dire, est-ce que je suis pas en train d'user le temps de cerveau de la personne, est-ce que je la respecte dans ma communication. Et en fait, je pense que toute cette force qu'on a d'être des humains qui créons des marques à notre image, qui est complètement cohérente avec nos valeurs et qui s'adresse à notre communauté exactement comme on aimerait qu'on nous parle, parce qu'au départ, quand même, avoir envie d'être entrepreneur et se lancer, franchement, c'est génial, mais c'est dur. Si prendre l'ampleur, vous allez plus pouvoir faire ça. Mais si, pas du tout, parce que du coup, on est parti d'une page blanche avec nos engagements en disant, en fait, ça fait partie des fondamentaux. Notre marque n'existe pas si tous ces fondamentaux sont pas là. Du coup, tout ce qu'on fait depuis le début, c'est amplifier et solidifier. On est devenu entreprise à mission. Du coup, même si le jour où je pète les plombs et je dis, on passe tout en coton conventionnel, on s'en fiche et tout, ce sera impossible parce que c'est écrit dans les statuts qu'il faut tenir la mission. J'ai 900 actionnaires qui vont dire, dis donc, qu'est-ce que tu fais là, donc qui co-décident avec moi. Donc je suis obligée de rester bonne et responsable, voilà. Et je crois que ça, c'est l'humanité, l'humain et la créativité, c'est ça qui nous défend aujourd'hui de ces gros moteurs. Et je reprends la part de personal branding. Clairement, Guillaume a montré qu'au-delà du changement de slip, il y avait aussi un changement de com que tu avais su amener dans ce personal branding, justement, étant à sa capacité à t'engager personnellement pour amener un message politique. Tu le fais dans ce personal branding tout aussi brillamment avec ce groupe WhatsApp. Non, Guillaume est trop fort. Mais WhatsApp, enfin un groupe WhatsApp que tu animes, c'est du personal branding au quotidien. Parce que là aussi, tu animes une communauté de façon plus proche en fait, qu'un groupe Instagram. Oui, il y a des photos qui sont assez personnelles. Il n'empêche, il y a quand même une capacité personnelle d'aller sur un réseau social. Et WhatsApp est aussi un réseau social. Et c'est ce que j'essaye humblement de faire à mon niveau, là aussi, sur le combat contre Chine. Parce que, clairement, pour agir contre un géant qui a en effet des budgets considérable, la seule façon de pouvoir y aller, c'est d'aller dans un premier temps sur les réseaux sociaux, montrer par exemple l'entrepôt en Pologne. C'est un budget pour aller en Pologne, pour filmer l'entrepôt. J'y vais tout seul, je vais montrer l'entrepôt, mais derrière, ça permet de montrer à tous les Français, voire à l'Europe entière, parce que j'ai eu des télés de l'Europe entière justement pour en parler, pour montrer le danger de Chine, le danger de cet entrepôt, et de ce fait, le personal branding que j'essaye là aussi humblement de faire au niveau de la fédération, peut avoir un effet considérable à la fois dans les médias et bien sûr après sur le monde politique. S'agissant du consommateur, est-ce qu'il peut devenir un vrai levier de changement ou est-ce que ça viendra forcément de la régulation ou de l'action collective des marques ? Je pense que c'est impossible de demander au consommateur d'être vraiment raisonnable quand il achète. Parce que l'achat, d'autant plus dans le secteur de la mode, est un achat qui n'est pas amené par la raison. On a parfois un enfant avec un besoin de vêtements pour cet enfant parce qu'il grandit, on n'avait pas nécessairement de vêtements pour lui, donc raisonnablement on en achète. Mais pour nous, pour chacun d'entre nous, on a tous dans nos armoires pour 10 ans de vêtements. Donc la raison ne nous amène pas à acheter des vêtements. Ouais. Si on achète des vêtements, c'est pour vivre dans une communauté et dans des codes communautaires, c'est pour se faire plaisir, c'est parce qu'on a peur de manquer, y compris de peur de manquer une promo, et donc c'est pour des raisons qui sont totalement émotionnelles et qui ne sont pas raisonnables. Donc demander aux gens sur un achat qui n'est pas raisonnable d'avoir une action raisonnée, ça ne marche pas. Et donc de ce fait, il faut agir par contre sur les curseurs qui amènent ces différents achats. Je reviens sur la notion du prix. Les gens achètent de plus en plus de vêtements. Par exemple, on achète 10% de volume en plus de vêtements depuis maintenant près d'un an parce que justement à cause de cette plateforme, les gens se sentent obligés de surconsommer. Et bien, pour empêcher les gens de surconsommer, il faut les réguler. Et les réguler, c'est les réguler par le prix. On a pu le voir dans la cigarette. Fumer ne sert à rien à part à se détruire la santé. Ça n'empêche pas à des milliers de Français malheureusement de fumer. Eh bien, c'est en augmentant le prix qu'on a fait diminuer la consommation en fait de cigarettes. Ce n'est pas avec des affiches en fait, des photos dégueulasses en fait sur chacun en fait des paquets parce que ça n'a aucun impact. Ce n'est pas avec les messages en fait auprès des médecins parce que il y avait une grande partie des médecins qui eux-mêmes fumaient et donc c'est uniquement par une consonance très simple. Le prix et le prix. En jouant sur le prix, on diminue la consommation. Et donc, à nous de comprendre comment, à travers les taxes, à travers les réglementations, à travers les nouveaux scores qu'on peut avoir, on peut amener petit à petit vers le consommateur, vers un achat qui va lui faire du bien, qui va lui faire du bien à la planète et faire du bien à tous ceux qui vendent et qui fabriquent, parce que là aussi, on est tous une communauté. Tous les gens qui achètent, ce sont aussi des gens qui fabriquent et qui vendent, et qu'on doit ensemble créer un écosystème dans lequel tout le monde s'y retrouve. Guillaume, vous partagez le point de vue de Diane sur le rôle du consommateur ? Je pense que le consommateur, si le produit est
au même prix ou un petit peu de différence de prix positive, il va suivre. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est sûr que les gens ne se lèvent pas tous les matins en disant comment je peux soutenir l'industrie française. C'est pas la réalité. Donc voilà, et je pense qu'il y a une partie des gens qui sont peut-être, je sais pas, 10-15% de la population, qui sont véritablement concernés, qui vont regarder l'étiquette de prix, qui vont regarder où c'est fabriqué, qui sont vraiment curieux, qui vont se retrouver un peu les premiers noyaux durs de nos communautés de marque. Mais je pense qu'au-delà de ces 10-15%, ça ne suffit pas à faire tenir vraiment durablement à l'échelle des boîtes. Donc voilà, il faut réussir. Nous, c'est notre parti pris, de se dire en fait, il faut qu'on arrive par l'innovation, par le prix, à se battre avec les mêmes arbres que les autres. C'est un peu les mêmes logiques que les messages promotionnels. Dans la mode durable, Black Friday ou pas Black Friday, on se fait des thèses macroéconomiques de est-ce que je peux le dire, est-ce que j'ose, est-ce que mes clients vont me suivre ou pas. En fait, aujourd'hui, nous, c'est le parti pris qu'on a pris. C'est tellement un fait de marché qu'en fait, soit on assume de faire une promotion pour le Black Friday, et moi j'ai souvent dit l'inverse. Au début, je me suis dit, on ne fera jamais de ça. Mais en fait, la réalité, c'est que si on veut exister, tenir notre mission en tant qu'entreprise à mission, de montrer que c'est possible de fabriquer en France, de créer de l'emploi, de maintenir nos 67 emplois à l'usine Aubervilliers, en fait, on doit être aujourd'hui, tant que la logique de gestion de pilotage des boîtes ne change pas, on doit faire de l'EBITDA, du résultat net et montrer que nos boîtes sont pérennes. Donc maintenant, vous le faites. Et donc maintenant, on fait un Black Friday assumé qui s'appelle le Sleeve Friday, voilà, et on fait un deuxième achat, le troisième offert. Et vous savez comment c'est perçu par votre clientèle la plus fidèle? Franchement, très bien. On va avoir quelques questions de gens qui vont se dire ok, vous ne faisiez pas. Mais en fait, la réalité, c'est que on peut avoir parfois des effets de posture un peu en disant c'est pas bien. Mais la réalité, c'est que les gens, nos clients, en fait, ils sont juste contents de faire une bonne affaire. Nous, ça fait tourner l'usine. Et oui, quelque part, on sait qu'on met le doigt dans un truc. Mais à la fin, si on veut être robuste, pérenne, durer dans le temps, on doit jouer de façon assumée, claire dans un terrain de jeu, où il y a d'autres acteurs que nous. On a néanmoins quand même des acteurs comme Cézanne qui ne font pas le Black Friday et qui vont faire 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc on peut aussi réussir, heureusement, sans faire le Black Friday. C'est des logiques qui sont complexes. Tu parlais de temps, justement, et de la capacité à pouvoir attirer ses clients. Là, il y a aussi des comportements d'achat qui ne sont pas les mêmes, entre justement une concurrence sur le slip, où on va comparer un bien qu'on ne nous montre pas, parce que de facto, on ne se promène pas en slip. Évidemment, il y a un achat rationnel sur le prix qui se fait de façon très forte. Sur des marques, justement, par exemple, comme Cézanne ou encore Balzac, il n'y a pas de Black Friday et il n'y en aura même jamais parce que le moment où ils commencent à le faire, ils montrent à leurs clients qu'il y a des phénomènes de promotion. S'il y a des promotions, c'est qu'il y a plus de marge. S'il y a de la marge, c'est que la qualité-prix n'y est pas. Et donc, de ce fait, à partir du moment où ils vont faire de la promo, ils vont détruire l'esprit de qualité-prix qu'ils ont réussi à dégager année après année. Guillaume. Ouais, après, chaque marque, évidemment, a son positionnement. Moi, je pense que ce que m'a appris ces derniers 18 mois, 24 mois, c'est qu'on a vraiment un pragmatisme absolu. Nous, on n'a pas bougé depuis 15 ans d'un centimètre de tout fabriquer en France. Moi, mon engagement, c'est ma fierté tous les matins. Ce qui n'est pas le cas de Cézanne et Non, effectivement, Cézanne fabrique à l'autre bout du monde. Par ailleurs, c'est une magnifique réussite, évidemment, française, et dont on peut être très fier. Mais c'est vrai que nous, notre engagement de fabrication française fait que... Oui, il y a des arbitrages à faire et des choix difficiles à faire. On ne peut pas se permettre d'avoir des trous d'air, d'être trop décalé par rapport à la concurrence dans des moments clés. Nous, Noël, c'est 25, 30%, 35% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on voit que les gens achètent de plus en plus tôt, de plus en plus pendant Black Friday et finalement beaucoup moins pendant Noël. Donc finalement, si on loupe cette semaine-là, en fait, on passe à côté du sujet. Et donc moi, ma responsabilité chez l'entreprise, c'est de composer entre parfois une mission qui peut être trop ambitieuse ou en tout cas qui mérite du temps long et un court terme de comment est-ce qu'on fait face à nos engagements, on paye nos salaires, on paye nos fournisseurs. La perfection n'existe pas du tout de toute façon. Voilà. Et en plus, reprocher, ça me fait penser à chaque fois quand on reproche à quelqu'un, tu fais le tri des poubelles, mais t'as un iPhone. C'est insupportable. On peut pas être parfait. C'est pas binaire, un monde où il y a des gens parfaits et les autres. Ce qui est important, c'est que tout le monde soit en mouvement. Et effectivement, je pense qu'on compare en fait des choux et des carottes. Oh là là, je deviens comme une vieille politicienne qui a plein d'images et d'allégories. Voilà. Personne ne pense que vous êtes ringard, Charles. Mais du coup, moi, ce que je trouve important, c'est qu'une marque soit extrêmement claire sur ses combats. Et c'est ce qu'on est tous aujourd'hui. On a choisi notre terrain de jeu où on veut être les meilleurs, que ça soit au niveau de qualité, du prix, d'un design en particulier ou d'engagement, évidemment. Donc le Made in France, il ne faut pas y déroger. La promesse du slip français n'est pas de dire on ne fera jamais le Black Friday. D'ailleurs, ce sera un petit peu court comme promesse de marque. Le projet est quand même hautement plus ambitieux. Mais du coup, l'important, c'est justement d'avoir un projet extrêmement clair et ensuite de s'y tenir. Et à chacun, en fait,
de décider de son terrain de jeu et de où il va. En revanche, ce qui est devenu plus difficile aujourd'hui, je trouve, c'est qu'on est dans un moment où en fait plus personne n'a de temps pour lire, ou une économie de l'attention ou l'inattention, je ne sais pas très bien comment on dit, mais en tout cas, il faut arriver à être extrêmement synthétique et tout de suite que le plus grand nombre capte des choses qui sont en fait très complexes, parce que expliquer un prix, expliquer ce que c'est que la qualité, c'est pas du tout juste un logo ou je participe au Black Friday ou pas, c'est beaucoup plus long. Et du coup, l'enjeu pour nous, c'est de nous rendre intelligibles et de donner envie en fait de faire comprendre cette complexité. Et du coup, pour refaire la boucle par rapport à la question de départ, c'est que notre enjeu, évidemment, ce qui va faire bouger, c'est un mix entre les lois, le comportement des marques et le changement des mentalités. Il ne faut pas du tout mettre la pression, je pense, sur le pollueur-payeur ou le consommateur. C'est complètement destructeur. On n'est pas Coca-Cola. Et pourtant, j'ai fait un stage là-bas et j'en ai bu beaucoup, mais c'est fini. Et du coup, en revanche, donc c'est la responsabilité des marques. Mais notre enjeu, justement, c'est de faire bouger justement de donner envie, en fait, d'agir autrement. Et tout ça, à l'heure, Yann a, je pense, très brièvement évoqué l'idée de scoring ou d'évaluation. On a reçu ici, il y a quelques mois, Victoire Sato qui voulait développer une application permettant d'évaluer. Est-ce qu'on peut imaginer que dans la mode, un équivalent de Yuka dans l'agroalimentaire viendrait provoquer des changements de comportement de marques qui seraient contraintes de faire évoluer leurs pratiques parce que ce score deviendrait une valeur forte pour les consos? Il y a en effet cette application Score qui est sortie il y a maintenant quelques jours, qui est encore en version bêta, qui est en train de rentrer des marques les unes après les autres, et qui permet de déterminer le bon rapport qualité-prix de chacune des marques, et de mettre en avant la qualité de ses actions, et parfois aussi des red flags pour certaines. Et donc de ce fait, de se dire, quand j'achète telle marque ou telle marque, et j'ai une marque qui va être plutôt A et très positif, par rapport à d'autres marques qui sont dans le même segment, versus d'autres, au contraire, qui sont extrêmement différentes. Et ça permet donc de comparer facilement un Kiabi, un Gémeaux et un Shein. On va être dans des prix en fait qui sont assez proches l'un dans l'autre, mais avec des comportements qui n'ont aucun rapport. Et grâce à cela, Score nous permet d'acheter de façon là justement plus raisonnée, parce que quand on a envie d'acheter un vêtement, se dit le slip c'est super, ça fait ça, mais quel est le véritable avantage d'acheter sur le slip par rapport à d'autres? Comme il fait du Made in France, il va évidemment avoir une énergie décarbonée, parce qu'en France, on a une énergie décarbonée, et donc de ce fait, avec le slip français, on fait des économies aussi pour l'environnement en achetant du slip, parce que à ce moment-là, on va faire attention à la planète. Et c'est ce que permet Score, justement, à travers tous ces mouvements. On peut s'accorder à dire, et c'était très bien dit, qu'il est difficile d'attendre des consommateurs un comportement raisonné sur un acte d'achat émotionnel. On voit qu'avec Yuka, il y a quand même eu des changements. Et si c'est pas le consommateur, ce sont les industriels. Mais on a peut-être pas le même rapport aux vêtements que... Oui, c'est pour ça que je posais la question sur la mode. Et c'est pour ça que je reviens sur Shein, quand même. 100% des jouets sur Shein sont dangereux pour nos santé, pour nos enfants. Je reviens sur un autre point aussi, qui est celui de l'Ukraine, parce qu'on parlait de combat tout à l'heure, et de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en effet, c'est très moyennisant en fait dans sa démonstration. C'est aussi un des travaux de la fédération de mettre en place l'intelligence artificielle dans toutes nos sociétés. Pour le faire, comme le fait par exemple Guillaume quand il parlait de qualité opérationnelle de machines, l'intelligence artificielle, c'est aussi la capacité d'être plus agile. Et cette agilité, elle se fait en fabriquant en France, en fabriquant au Portugal ou encore en fabriquant en Ukraine. Je me suis déplacé il y a quelques semaines justement en Ukraine pour voir comment ce pays qui combat réellement contre les Russes a encore des usines, et que quand on est une marque française et qu'on veut réussir justement à fabriquer dans des temps extrêmement courts, on peut aller fabriquer en Ukraine. Ainsi, on va les soutenir dans l'adversité face à leur combat, et en même temps, on va éviter aussi tous les débords qu'il peut y avoir en ce moment avec la fabrication en Asie, parce que des camions peuvent toujours partir de l'Ukraine pour nous livrer, alors qu'avec le détroit qui est désormais fermé en face de l'Iran, là, tous les bateaux qui devaient venir en fait justement d'Inde ou d'autres pays d'Asie vont être bloqués en ce moment. Et donc, une des solutions en ce moment, clairement, pour les marques françaises, c'est de fabriquer en France, c'est de fabriquer au Portugal, c'est de fabriquer en Ukraine, parce qu'on a plus d'agilité, on peut avoir des coûts qui ne sont pas nécessairement plus importants, et surtout, à la fin, on a bien plus de qualité. Guillaume, Charlotte, rapidement, parce qu'après, il faudra passer au pari d'avenir. Sur ce score, votre avis? Je pense que le score est un élément de décision. Moi, je le vois sur mes enfants avec les paquets de céréales, ça marche très très bien quand même d'avoir un score. Donc je pense que c'est un des éléments de décision. Maintenant, voilà, dans la mode, c'est un vêtement, c'est important. Ça dit beaucoup de choses de nous. Il y a un prix, il y a une marque. Je pense qu'avant tout, il y a même une marque et ensuite un prix. L'éco-score qui existe aussi sous pas mal de formes, qui est testé avec un impact carbone. Je pense que c'est un élément de décision, mais moi,
je pense que c'est, je sais pas, 5-10% de la décision. Donc, je pense que la marque et le prix sont aujourd'hui beaucoup plus forts. Et peut-être que cet éco-score va prendre plus de poids dans la décision. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est minime. Et je pense Oui. que se voiler la face là-dessus, c'est mettre en danger son entreprise. Aujourd'hui, en tout cas, moi, je le vois dans la fabrication française. C'est un plus, quoi. Ok, Voilà comment je le vois. Charlotte. Nous, on s'est ajouté aussi ce défi de passer à l'affichage environnemental en même temps que la recertification Bicorp, parce qu'on s'ennuyait un petit peu. Voilà. Mais du coup, c'est fait et c'est le début. Évidemment, il y a ceux qui râlent parce que c'est pas parfait, parce qu'on cherche. C'est comme une monnaie, disons, qui veut rendre les choses comparables. Donc, forcément, il y a des raccourcis et donc tout n'est pas dans l'index. Alors nous, on a été frustrés parce que, par exemple, on utilise une laine qui est 100% recyclée dans notre manteau. Donc, des fibres de laine sont triées par couleur. Il n'y a plus de teinture. On refait du coup de la laine et ensuite on retisse un manteau. Ça, c'est des choses qui sont encore trop niches pour être rentrées dans cet index global. Donc, on peut avoir facialement une note qui n'est pas si dingue par rapport à un autre vêtement comparé, alors que nous, on sait que c'est mieux. Donc, c'est toujours pareil. C'est que je pense que pour faire avancer l'équipe, parce qu'on ne peut rien faire changer tout seul, il faut que nous, on adhère, qu'on soutienne et qu'on aide même en tant que marque à enrichir les index au fur et à mesure, qu'on joue le jeu, en fait. Parce que jouer le jeu, c'est pas forcément que tout soit parfait pour chacun, mais c'est que tout le monde en profite. Donc, on soutient à fond. Et à côté, il faut valoriser son projet à soi en tant que marque, ses propres combats, celui du Made in France, celui du vêtement prêt à reporter pour nous. Et derrière, apporter de la nuance, de la complexité. Et on ne peut pas embrasser tous les combats, mais on joue le jeu collectif là où ça va faire monter l'ensemble. Et je reprends ton équipe, même si je ne comprends rien au rugby. Et derrière, de travailler, nous, notre aspérité, nos combats en tant que marque créative, mais aussi en tant que de nos valeurs, nos engagements. Et là, mettre la complexité, la nuance et rendre nos clientes, en fait, plus intelligentes et plus expertes. Et ça, c'est important. Merci beaucoup à tous les quatre. Restez avec nous. On passe au pari d'avenir.